On ne parle que de ça, même reconvertie en journaliste et chroniqueuse sur D8, elle a gardé le goût de la politique, son ADN, sa potion magique, disent certains. Preuve en est son dernier livre, La petite fille de la 5e. Roselyne Bachelot, bonjour et merci d'être ici. Non, merci à vous de m'accueillir. Je disais, vous venez de sortir ce livre, La petite fille de la 5e, qui raconte votre parcours de femme politique et aussi l'origine de votre goût pour la politique. On aurait pu tout aussi bien l'appeler l'emmerdeuse de la 5e, tellement vous en avez bousculé des parlementaires et mis du poil à gratter un peu partout. Je revendique cette liberté que je tiens sans doute de mes deux parents résister. J'ai toujours refusé de me couler dans le moule, j'avais des combats. Je suis quelqu'un de loyal, mais qui ne renonce pas à ses idées. Dès vos débuts en 82 et jusqu'à votre départ en mai 2012, votre engagement est un combat de tous les instants pour faire valoir vos compétences, pour lutter contre le sexisme, pour lutter aussi contre le machisme qui est vraiment omniprésent dans votre livre, pour défendre vos idées et finalement pour défendre votre place. C'est cette image de combattante viscérale que vous souhaitez qu'on garde de vous ? Oui, c'est cette image que je souhaite qu'on garde de moi. Et après avoir terminé ce livre, vous savez, on écrit évidemment au fil de sa plume, puis en le reprenant, j'ai réalisé, peut-être pas le seul fil rouge du livre, mais un des principaux fils rouges de ce livre, c'est le combat pour que les femmes prennent leur place dans la politique. On fête la première fois où les femmes ont voté, il y a 70 ans. Ma mère, ça a été une fête, militante féministe. Et quand je suis arrivée en politique, mon premier mandat, 82, moi j'avais été élevée dans une famille égalitaire. Et alors là, je suis tombée dans un monde où pour conquérir sa place, il fallait se battre comme un chien ou une chienne. Mais en tout cas, je ne sais pas quel a été le machisme le plus difficile à combattre. Le machisme paternaliste, un brin courtois, un petit brin de cour, on vous complimente sur votre toilette, sur votre coiffure, ou alors votre sourire. Mon sourire. Ou alors le machisme bien gras. Et finalement, je me dis que le plus difficile à combattre, c'est le machisme paternaliste. Le plus sournois. Le plus sournois. Et celui-là, il perdure. Un autre fil rouge de votre livre, c'est la solitude. On se rend compte que c'est le parcours d'une femme seule, qui s'est faite toute seule, qui a souvent été mise sur la touche, qui a été trahie aussi, bien des fois. Et on est touché par cette solitude à laquelle vous êtes confronté, et souvent, malgré les amitiés vraies, politiques que vous vous êtes créées. C'est ce qui a été le plus douloureux pour vous à vivre ? Tout ce qui ne vous abat pas vous renforce. Vous connaissez la phrase célèbre de Nietzsche. Mais c'est vrai que très souvent, en politique, pas chez les hommes et chez les femmes, on réagit souvent par esprit de clan. Ou pour l'un ou contre l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit une pensée. Certes, j'ai mené des combats importants pour l'égalité, pour l'accès aux droits, des questions de santé publique, mais c'est des sujets sur lesquels j'avais réfléchi, j'avais structuré une pensée. Donc je ne levais pas le doigt en disant « Dis-moi, grand chef, je dois penser comment ?» Puis de jouer les pom-pom girls en agitant les bracelets en raffia derrière Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing. Non, j'avais cette pensée. Ça n'empêchait pas que si l'arbitrage était rendu contre moi, je savais faire la part des choses, mais on ne m'a jamais demandé, et je remercie d'ailleurs tous ces chefs que j'ai servis, de ne m'avoir jamais demandé de renoncer à ces combats. Mais la solitude dont je parle, elle est aussi parfois dans l'émotion que vous ressentez quand un projet de loi n'aboutit pas, malgré le travail que vous aviez mis derrière, les rencontres que vous avez faites avec l'abbé Pierre, par exemple, sur des projets qui devaient participer à favoriser la cohésion sociale, qui avaient été mis en place par Jacques Chirac, de mémoire. Et vous racontez que vous êtes tellement dépité, attristé, que vous allez en vomir dans les toilettes. Mais cet événement-là n'est pas le seul. Il y en a d'autres dans lesquels vous racontez cette espèce de solitude et cette émotion que vous avez ressentie après vous être acharné et finalement, après avoir été balayé du revers de la main. Alors, c'est curieux parce que le chagrin existe, il est vrai, il est réel. Je pleure, c'est haut le cœur quand il y a la dissolution qui empêche de mener à bien ce projet sur la cohésion sociale. Mais il est
toujours mêlé d'une sorte de rage, ce chagrin. Quand par exemple la puissance des lobbies fait que l'on me retire au dernier moment le fait d'être l'orateur sur la loi tabac-alcool parce qu'on me fait comprendre qu'il y a des gens qui financent le RPR dans les annonceurs, dans les lobbies de l'alcool ou du tabac, c'est terrible parce que quand on vous retire, vous êtes l'orateur du groupe, vous avez tout préparé et à 2 heures de monter à la tribune, on vous dit ben non, tu ne monteras pas à la tribune. On va te donner 5 minutes, mais tu préciseras bien que c'est à titre personnel. Vous avez la rage qui vous envahit. Mais vous avez aussi des petits signes. Édouard Balladur, qui à ce moment-là me fait passer un mot et qui me dit « Roselyne, je soutiens votre combat, vous aurez mon vote ». Donc, à chaque fois, il y a quand même des gens qui vous rejoignent, même pas complètement, comme Philippe Seguin au moment du vote du Pacs. Et tout ça, ça vous aide à continuer votre combat. Donc le chagrin, le meilleur remède au chagrin, c'est la rage. Ce qui vous habite toujours. Voilà. Vous décrivez des moments politiques très forts, des événements et des souvenirs très intenses. En écrivant cet ouvrage, vous avez été de nouveau ou submergé par l'émotion, ou vous avez été touché par un événement particulier ? J'ai été touchée plusieurs fois par l'émotion parce que ce livre, ça a été une espèce de catharsis, parce que je l'ai imaginé, construit à travers 2 périodes. Une période qui a duré presque 6 mois, dans laquelle je me suis laissée envahir par tous ces souvenirs, sans les trier. Puis une période de maturation, et je l'ai écrit finalement très vite, en à peine 1 mois. En ayant élagué tout ce qui ne correspondait pas à ce que je voulais dire, c'est-à-dire la cohérence du chemin. Mais il y a des moments où l'émotion est revenue, des moments où ma première élection, où je suis dans les bras de mon père, on est en larmes tous les deux, et où il va me... Et vous voyez, même en y repensant, ma gorge se serre, il ôte son écharpe, et j'en ai mis d'ailleurs la photo dans le livre, et il me ceint de son écharpe tricolore. On est en larmes tous les deux, vous allez la retrouver. Là, voilà. C'est une image en noir et blanc. C'est une image en noir et blanc, et papa me remet son écharpe et le baromètre, et puis il va m'emmener dans l'hémicycle, et puis peut-être le moment le plus grand, parce qu'il va repartir un moment, il faut bien qu'il reparte. Il m'a montré tout ce qu'il y avait à voir dans l'Assemblée nationale, et moi je demande, il est à peu près 6 heures du soir, je demande à un huissier de me réouvrir les bancs de l'hémicycle. Je rentre, je suis toute seule dans l'hémicycle, et là, j'ai presque un phénomène supranormal qui se passe, parce que je vois l'hémicycle se peupler, je vois Jaurès, je vois Clémenceau, je vois le général de Gaulle, tout seul au banc du gouvernement, comme en 58, et je me suis dit, moi, petite fille de la 5e, je suis là, et le peuple m'a envoyé là. Quelle émotion! Ah, Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Parmi les pires moments de votre carrière, évidemment, il y a cette polémique sur les vaccins contre la grippe H1N1. Donc vous y revenez, vous répondez point par point aux critiques et vous concluez que si c'était à refaire, oui, vous le referiez. Alors des regrets, vous en avez sur quoi ? Oh, des regrets, j'en ai sur tous les combats que je n'ai pas pu mener à bien, des combats qui me tenaient à cœur. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu faire sur les droits des femmes. J'ai lu quelque part que vous auriez aimé être ministre de la Culture. Oui. D'ailleurs, ça nous faisait rire avec Frédéric Mitterrand, parce que c'était vraiment, oui, un rêve d'être ministre de la Culture. Et quand j'allais lui rendre visite, toc, 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 dans son bureau de la rue de Valois, il me disait toujours « J'ai l'impression de voir le croque-mort de Lucky Luke, tu viens prendre les mesures ». Et alors, je lui disais « Tu n'abîmes pas mes meubles, hein, tu fais attention, parce qu'un jour, je serai ministre de la Culture. » Et je ne serai jamais ministre de la Culture. Mais je suis en quelque sorte un petit ministre de la Culture en m'investissant dans des manifestations, dans des associations culturelles. Vous êtes une fan inconditionnelle d'opéra d'ailleurs. Fan inconditionnelle. Depuis 3 ans, vous êtes chroniqueuse sur D8. La politique, on peut le dire, vous a tenu en haleine pendant 30 ans. Hein. Est-ce que votre métier de journaliste aujourd'hui vous prend autant aux tripes ? Ah, c'est pas du tout la même chose, parce que la politique, c'est l'appel de la nation, de la France, de la République, c'est des journées de
pas, 18 heures par jour, sans repos. C'est aussi un stress considérable. Quand on est ministre de la Santé, par exemple, on a en responsabilité 220 milliards d'euros. Vous excuserez du peu, hein. On est à la tête d'une énorme entreprise d'administration de la vie, de la mort de ses concitoyens. Là, les responsabilités sont beaucoup plus light. Mais là où je voulais en venir, c'était... on a du mal à croire que vous ne regrettiez pas d'avoir quitté la politique. Mais je n'ai pas quitté la politique. Alors, qu'est-ce qu'on a quitté? On a quitté les mandats, les fonctions. Je serais quoi? Secrétaire national de l'UMP, devenu les Républicains. Voilà. On ne m'a pas retiré ma carte d'électeur. Oui. Certes. Donc, je suis là, j'écris, je milite, je combats. J'ai quand même eu un regret, il faut être juste. Au moment du débat sur le mariage, je suis sûre. Sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous, j'aurais aimé être dans l'hémicycle pour défendre mes idées. Comme un clin d'œil à 1988, quand vous étiez monté à la tribune. En 98, oui. 98, pour défendre le Pax. Voilà, tout à fait. Seul, une fois de plus, seul. Vous avez dit être sollicité tout le temps par les chaînes de télévision. Est-ce que vous serez à la rentrée sur D8 ? Alors je serai à 99,9%, si Dieu me prête vie, à la télévision sur D8 pour continuer l'équipée sauvage que nous menons avec Laurence Ferrari. Donc vous confirmez que l'émission sera reconduite à la rentrée ? Oui, l'émission sera reconduite à la rentrée. Vous voyez où dans 5 ans ? Où je me vois dans 5 ans? Écrire, ça certainement, je suis une vieille dame, mais je serai une très vieille dame. Donc la télévision, je ne sais pas, pourquoi pas. Les seniors sont aux commandes. Mais en tout cas, dans l'écriture, certainement. Et puis, dans les 13 associations caritatives qui constituent l'armature de ma vie, aussi bien dans la lutte contre le sida, le Fonds pour la santé des femmes, j'organise des concerts pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Tout ça, c'est ma vie. On m'a tellement donné qu'il est temps que je rende. Hein. Merci Roselyne Bachelot d'être venue au Figaro nous parler donc de votre dernier ouvrage, La petite fille de la 5e. C'est chez Flammarion. Merci. Merci à vous.